Salut à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission Géopresse, cette émission qui décrypte pour vous, avec les journalistes, l'actualité socio-économique de la RDC, mais aussi d'ailleurs, qui a défrayé la chronique de la semaine. Et sachez que nous avons ici des journalistes qui côtoient à chaque moment l'actualité. Et avec eux, nous allons décrypter l'actualité de cette semaine, comme je venais de le dire. Vous avez tous entendu, écouté et appris que, même vu dans les réseaux sociaux, cet avion congolaise qui a été la cible des tirs des missiles de la force armée rwandaise. Cette question fait mouche dans la société. L'avion Sukhoi 25 de la RDC et un fait qui s'est fait suivre des communiqués bien évidemment du Rwanda, de Kigali, mais aussi de Kinshasa, ce qui pose la question si pas la guerre serait la dernière option pour le dénouement de ces conflits. Mais aux dernières nouvelles, nous avons appris aussi que la ville de Kichanga serait serait sous occupation du groupe du M23. Ce sujet sera débattu ici avec les journalistes. Dans ce numéro de Géopresse, nous allons aussi parler du processus électoral dans son ensemble qui est en cours en République démocratique du Congo pour les élections qui seront organisées ou tenues ici en RDC le 20 décembre 2023, l'année en cours selon le calendrier électoral publié par la CENI. L'étape de la révision du fichier électoral pose déjà problème. Est-ce qu'il faut craindre un léger ou un glissement par rapport à ces calendriers publiés par la CENI? Voilà les deux principaux thèmes qui feront l'objet de cette émission. Et je ne serai pas seul, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission. Je suis avec des journalistes. À ma droite, à gauche de votre écran, j'ai monsieur Dieudonné Bonali, journaliste à Géopolis Télévision, Géopolis Hebdo, mais aussi Géopolis en ligne, à qui je dis bonjour. Bonjour Fiston Bonsoir, Leko, bonsoir voulais-je dire, bonsoir Fiston Leko, merci pour l'invitation, bonsoir à mon co-débatteur Edouard Funda que j'aime beaucoup, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs et fidèles de l'émission Géopresse. Oui, merci, bonsoir à vous aussi, monsieur Dieudonné Bonali. À ma gauche, à droite de votre écran, j'ai monsieur Edouard Funda, qui est aussi journaliste ici à Géopolis. Je dis bonjour, monsieur Dieudonné vous a déjà dit bonjour. Bonjour Fiston Leko, bonjour également à mon aîné Dieudonné Bonali. Bonjour à tous les téléspectateurs de Géopolis, mais bien sûr de Géopresse qui se sont déjà fidélisés depuis un certain temps. Ouais, bonjour à vous. À l'est de la République démocratique du Congo, je vais commencer directement avec Dieudonné Bonali. À l'est de la République démocratique du Congo, rien ne va. Et je venais de le dire ici, on a vu tous sur nos écrans de téléphone ces tirs de l'armée rwandaise qui a visé l'avion de la République démocratique du Congo, l'avion des chasses. Une question me vient directement à l'esprit de Dieudonné Bonali. Est-ce que cet avion représentait vraiment un danger pour l'armée rwandaise ou le Rwanda de manière générale? Non, cet avion ne représentait pas un danger parce que l'avion n'était pas armé. L'avion faisait un retour après avoir fait son travail dans les fronts. N'oublions pas que nous sommes en guerre contre une rébellion, une guerre par procuration qui nous est imposée par les Rwandais voisins. Et en ce moment où nous parlons, il y a des opérations militaires qui s'effectuent sur le terrain, sur différents fronts. Maintenant, les forces terrestres de l'armée loyaliste avaient besoin du soutien aérien pour pilonner un peu les positions du mouvement du 23 mars, dit M23, soutenu par l'armée rwandaise. Et au retour de la mission, l'avion devait atterrir à l'aéroport de destination et s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Goma. C'est ce que maintenant, le Rwanda, parce que dans son communiqué, il dit... Dans la ville martyre de Goma, maintenant, il se pose un sérieux problème autour de cet aéroport par rapport à l'aéroport de Gisenyi du côté rwandais,
qui est un peu éloigné de la frontière. Le nôtre, l'aéroport international de Goma, se trouve à 5 km, moins de 5 km de la frontière internationale. Et il y a aussi un souci technique au niveau de cet aéroport. Au nord, vous avez les volcans actifs, les Nyiragongo, et puis quelques collines et des montagnes. Et au sud, vous avez les lacs Kivu. Et à l'est de la partie est de la République démocratique du Congo, vous avez les Rwandais voisins. Et à l'ouest, vous avez la grande partie de la ville de Goma, qui est constituée aussi des collines et des montagnes. Souvenez-vous du mot Goma, là où on pose les différentes antennes des réseaux de communication, et dans la vallée, vous trouvez les sièges des institutions et même des formations hospitalières. Vous avez aussi les stades de Goma. Maintenant, pour décoller à l'aéroport de Goma, il est conseillé aux pilotes de prendre la direction sud, qui est la piste 35, qui vous donne plus d'assurance, parce que quand vous décollez, au décollage, même à l'atterrissage, vous survolez la ville de Goma. Je sais de quoi je parle parce que c'est ma ville d'enfance. Et j'ai passé plus de 10 ans là-bas dans cette ville. J'ai quitté Goma, j'avais l'âge de 13-14 ans. Je connais bien la ville et le positionnement de l'aéroport. À l'atterrissage, comme au décollage, quand vous exploitez la piste 35 qui est située au sud, tout proche du lac Kivu, vous avez beaucoup d'assurance et vous contemplez la beauté de la ville parce que vous survolez les maisons, les quartiers IP de la ville de Goma. Et en cas de problème, si vous voulez atterrir, il se pose des petits soucis, vous faites l'amérissage. Donc l'avion peut atterrir dans les lacs, ce qu'on appelle l'amérissage en termes techniques. Et ça va éviter beaucoup de dégâts si vous tombez sur des maisons à Goma. Mais malheureusement, quand vous décollez de l'aéroport de Goma, vous prenez la piste 35, dès que vous dépassez seulement les 6 premiers kilomètres, vous êtes déjà dans la frontière internationale. Donc vous dépassez déjà la frontière internationale au niveau qui est au milieu du lac Kivu qui sépare la RDC et le Rwanda. Et quand vous vous retrouvez maintenant sur cet espace-là, sur le plan militaire et stratégique, c'est une faute quand vous n'êtes pas dans de bonnes relations comme au moment où nous parlons. Mais à l'époque où il y avait le président Abiyarimana, on était en bonne relation, ça ne posait pas de problème. C'est le plan aussi droit international, d'ailleurs l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, autorise cela. Le Rwanda comme la RDC, nous sommes membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. L'OACI autorise cela, ces dépassements-là, en cas d'une exploitation civile, c'est-à-dire si c'est un avion civil, mais là vous avez un avion militaire, Sukhoi, de l'armée congolaise, et nous sommes pendant la guerre, et survoler le territoire rwandais à plusieurs reprises constitue pour eux une menace, mais l'avion n'allait pas pour bombarder le Rwanda, mais pour pilonner les positions des rebelles ou des terroristes, c'est selon, qui se trouve sur le territoire congolais. Donc l'avion ne constituait pas une menace pour les Rwandais, mais pour raison de fierté, de dignité, de stratégie, on ne pouvait pas aussi laisser notre avion venir tout le temps au Rwanda, y passer comme nous le voulons. Il fallait quand même faire quelques tirs de sommation, mais malheureusement, ça touchait l'avion. Et ce qui est à déplorer est que le Rwanda n'a pas averti, l'avion ne constituait pas une menace, l'avion ne venait pas pour bombarder le Rwanda, l'avion allait en RDC, bien qu'on a survolé un peu le territoire rwandais, c'est permis par l'OACI, je l'ai dit tout à l'heure, mais malheureusement l'avion a été touché et ça crée encore une autre crise diplomatique. Maintenant, pourquoi les téléspectateurs vont se poser certainement cette question, pourquoi l'avion ne peut pas décoller et atterrir de l'autre sens? De l'autre sens, il y a les volcans.
Donc si vous décollez, vous pouvez toucher le volcan ou bien le feu du volcan l'avion peut constituer un danger pour pas le au volcan. moment du décollage, c'était l'atterrissage bien évidemment. Ce qui est regrettable est que l'avion, si le Rwanda avait besoin de tirer sur l'avion, on devait tirer sur l'avion au moment où l'avion survolait l'espace lacustre du côté rwandais. Mais l'avion faisait ce qu'on appelle sur le plan technique l'approche. L'avion était en train d'atterrir et l'avion était à moins de 5 km du sol. Et on a tiré du côté rwandais pour toucher l'avion congolais. C'est ce qui est déplorable et regrettable. Voilà, ce qui est déplorable et regrettable. Et leur Funda, les autorités congolaises, dans leur communiqué, je pense bien que vous avez lu ce communiqué qui est en vogue sur la toile, ont avancé que l'avion n'était pas justement, s'est retrouvé pas sur l'espace aérien du Rwanda. Mais à la grande surprise même des autorités congolaises, on a vu ce tir. Est-ce qu'on peut dire que le Rwanda, apposant cet acte, c'était vraiment prémédité ou c'est parce que le communiqué dit que le communiqué du gouvernement rwandais dit que c'était pour la 3e fois. Est-ce qu'on peut dire que c'était prémédité ou le Rwanda était déjà dans ses gardes pour pouvoir répliquer au moment où il verrait une éventualité du vol d'un avion congolais sur leur sol pour la 3e fois, il faut le souligner. Voilà, merci pour la parole, Fiston Oleko. Au regard de ce que vient de dire mon aîné Dieudonné Bouanali, sur ce qu'il y a entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux pays voisins, dont les frontières et même l'aéroport est à moins de 5 km de la frontière qui nous sépare avec le Rwanda. Le Rwanda, ce n'est pas une surprise pour le Rwanda de voir un avion congolais, que ce soit l'avion armé, non, c'est pas une nouveauté. Que ce soit l'avion normal, de circuler, de prendre une partie, parce que ça devait se faire comme ça. Vous savez la ville de Rwanda, de Goma plutôt, comment la ville a été construite. À côté, nous avons le volcan, comme l'a expliqué Dieudonné Bouanali. Vous voyez de l'autre côté, il y a des obstacles. Alors, il faut automatiquement prendre cette partie pour descendre. Alors, si l'avion n'avait pas des intentions de tirer, parce que l'avion était déjà dans l'approche, ça devrait atterrir. Si l'avion n'avait pas des intentions de tirer, pourquoi il faut tirer sur l'avion alors que vous saviez dès le départ, nonobstant des problèmes qu'on a, parce que la guerre n'a pas encore été déclarée officiellement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. On voit automatiquement que l'acte a été prémédité par le Rwanda. C'est une marque de provocation, parce que vous n'allez pas oublier, dans ce qui nous oppose avec le Rwanda, le conflit qu'il y a aujourd'hui, le plus frustré, c'est le Rwanda. La suppression des accords économiques, malgré que nous bénéficions aussi de peu qu'ils produisent, mais ce sont eux qui sont les plus perdants. Je crois que nous allons développer cette histoire plus tard. Vous voyez même l'acte du président de la République de boycotter l'appel lancé par la rencontre de Doha. Vous voyez que c'est le Rwanda qui est plus frustré et qui doit aux Arabes, parce que vous savez, l'usine de la raffinerie de l'or a été aussi financée par le Qatar. Voilà, par le Qatar, et que le Qatar devait jusqu'ici bénéficier aussi de la production. Et ici, au niveau du Congo, les accords ont été supprimés, tout a été bloqué. Et maintenant, c'est le Rwanda qui doit au Qatar. Voilà, tout ça, à la dernière minute, ça crée des frustrations au niveau du Rwanda. Parce que là, le Rwanda est dans tous ces états. Dans tous ces états, parce qu'il ne sait pas par où sortir. Voilà, il multiplie des stratégies. Et parce que la République démocratique du Congo est en train de débusquer tout ce qu'il est en train de concocter. Et il arrête ce qui pourra lui donner un peu du sourire, alors qu'il est en train de tuer chez nous. Est-ce que c'est en entendant votre argumentaire, c'est une stratégie pour le Rwanda de pouvoir s'approcher encore plus de la RDC, chercher une négociation peut-être RDC-Rwanda pour pouvoir apaiser un peu la situation, parce que là, il y a aussi des intérêts économiques qui entrent en jeu. Moi, je pense que s'il faut tirer sur l'avion, c'est une mauvaise stratégie, parce que ça énerve déjà au niveau du côté congolais. Vous savez, les Congolais sont de plus en plus au fur et à mesure que le conflit avance et la manière où on gère des choses, les Congolais s'énervent. Voilà même la pression de la population congolaise sur nos autorités. Voilà. Ils veulent aujourd'hui déjà qu'on lance une guerre entre le Congo
Congo et le Rwanda, bien qu'il y a encore toutes les voies de négociation qui pourront s'ouvrir pour essayer un peu de négocier et ne pas aussi reculer, parce que la guerre, il faut le comprendre aussi dans beaucoup de sens. On va se battre, mais il y aura des conséquences partout. Nous avons déjà un pays qui se veut trouver un peu une voie de développement. S'il faut continuer avec la guerre, penser l'histoire de la guerre, on va reculer un tout petit peu malgré tout. Mais tirer sur l'avion congolais, c'est une mauvaise stratégie, parce que si au niveau interne, ça énerve et ça fera en sorte que le Congolais bloque encore la situation, parce que là, vous montrez automatiquement que c'est vous qui êtes en difficulté. Nous, au niveau interne, nonobstant tout ce que nous pouvons avoir comme difficulté, nous essayons un peu de vivre et nous essayons un peu aussi de nous battre pour éradiquer tout ce qu'il y a comme mouvement rebelle à l'est de la République. Et donc, c'est vous qui êtes coincés, parce que la pression extérieure sur les accords que vous avez signés, ceux qui vous ont financé, est en train de peser sur vous et vous ne trouvez pas un autre moyen pour venir chercher le problème. Donc, s'il faut revenir à la question que vous m'avez posée, on voit automatiquement que l'acte a été prémédité sur base de frustration qui incombe le peuple rwandais, surtout les dirigeants, ceux qui ont le pouvoir de décision. Voilà pourquoi ils cherchent un peu de provoquer, parce qu'ils savent que si on réagit, ils savaient déjà qu'on a ouvert la guerre et tout. Vous savez derrière la position et tout ce qu'il y a comme communication dernièrement du côté du gouvernement rwandais. Donc, je voulais ajouter quelque chose. Que le Rwanda, c'est un pays qui a une économie un peu sous supervision. Je voulais ajouter une chose par rapport à ce qu'Edouard vient de dire. Cet acte a été non seulement prémédité, mais c'est une décision moins sage du côté de Kigali. Pourquoi? Nous avons toujours survolé l'espace rwandais depuis la nuit des temps pour atterrir et décoller. À l'aéroport de Goma, je l'ai dit tantôt, c'est plus sûr de décoller, d'atterrir de la piste 35 qui vous amène à survoler un peu le territoire rwandais que de la piste 17 qui se situe du côté du volcan et de la chaîne des montagnes. Et puis, l'aéroport de Goma n'est pas le seul aéroport du monde à connaître ces problèmes. Vous avez en face l'aéroport international de Maya-Maya. L'aéroport international de Brazzaville, dit l'aéroport de Maya-Maya, a presque les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes problèmes que l'aéroport international de Goma. Parce que c'est construit non loin de Kinshasa, pompage voisin ici. Si vous observez bien, surtout les habitants de Kinshasa qui sont vers Kimbanseke, vers les fins fonds cimetières, vers Kinseso, Kimwenza, Kasangulu, je veux parler même de Lutende, Lemboudi. Mais tous les avions à destination du Congo-Brazzaville qui proviennent de l'Afrique australe, même de l'Afrique de l'Est, mais ils passent au-dessus de la RDC. Ils reçoivent même les avions de la compagnie rwandaise et rwandaise. Ils passent au-dessus de la RDC pour aller au Rwanda. Mais pour décoller, ces avions-là survolent la capitale congolaise. Le gouvernement congolais pouvait un jour aussi dire « Nous vous interdisons de survoler la capitale ». Et pour atterrir à Brazzaville, ils prennent la direction de Kinshasa-Pompage. L'approche commence à partir de la RDC vers Kinshasa-Pompage et le fleuve Congo. Voilà, maintenant je voulais dire ceci, c'était imprudent de tirer sur l'avion congolais parce qu'en posant cet acte, Kigali a montré qu'ils sont contre la guerre que le gouvernement congolais, la riposte contre la guerre nous a posée. Revenez justement de pilonner les... Venez de pilonner le Rwanda et Kichanga, là où il y a les postures du M23. C'est comme si le Rwanda voulait dire que nous sommes mécontents contre ce pilonnement. Nous sommes mécontents de ce soutien aérien de votre armée, de vos forces terrestres. C'est le message que vous voulez lancer. Sinon, comment tirer depuis votre territoire vers un autre territoire étranger? Ça pose problème. Les stratèges disent que par cet acte, le Rwanda a montré pratiquement qu'il soutient le M23. Merci beaucoup, Dieudonné Bonali. Le Rwanda soutient le M23. Nous avons compris, les téléspectateurs qui nous suivent ont compris. Mais il y a une chose aussi. Nous sommes dans un monde qui est un système où les éléments sont interconnectés. La RDC fait partie aussi de la communauté internationale. Nous appartenons justement à l'ONU, nous appartenons à l'Union africaine, nous appartenons à l'EAC, CAC, nous appartenons à la SADC. Mais comment expliquer, là c'est une question que je vous pose à vous deux, comment expliquer ce silence assourdissant de la communauté internationale dans son ensemble? Vous pouvez commencer, Dieudonné Bonali. Bon, je ne dirais pas que la communauté internationale est silencieuse. Du mardi, où l'avion de la RDC a été visé
par des missiles. Je ne dis pas que la communauté internationale est silencieuse par rapport à la situation qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Je dirais plutôt la communauté internationale fait les yeux doux au Rwanda. La politique de la communauté internationale, surtout des démocraties occidentales, a toujours été la protection des minorités. Vous savez, entre le Rwanda et la RDC, sur le plan démographique, nous sommes très nombreux. Si on veut compter le nombre de policiers et de militaires que nous avons, nous avoisinons les 150 000 hommes de troupes. Le Rwanda a plus ou moins 30 000 hommes. Et si vous comparez même les budgets, nous avons beaucoup de moyens, nous pouvons faire cette guerre. Malheureusement, le moment est mal choisi pour la RDC de faire cette guerre au moment où nous sommes en train de redécoller économiquement. Aujourd'hui, nous avons un budget de plus de 16 milliards, de 16 milliards de dollars américains, voulais-je dire, et répondre aux provocations du Rwanda et soutenir les propos de certains politiciens va en guerre. C'est nous tirer une balle dans les pieds sur le plan économique. On va apporter un coup dur sur la croissance économique actuelle. Je pense que la communauté internationale attend les bons moments et ce moment-là n'est pas loin. Il y aura certes des condamnations. Il y a même certains pays qui ont commencé déjà à couper les vivres au Rwanda. Il y a diminution de l'aide internationale, que ce soit sur le plan bilatéral, en commençant par la Grande-Bretagne, que ce soit aussi sur le plan multilatéral. Il y a aussi des condamnations des hommes et des femmes pris de paix sur le plan international, de certains États aussi qui condamnent, et il ne faut pas négliger cela. Je vois là où vous voulez en venir. Il y a des gens qui veulent qu'on vienne nous soutenir, qu'on envahisse le Rwanda, qu'on bombarde le Rwanda, qu'on tue les Rwandais. Non, pas seulement, mais c'est une déclaration, parce que les faits sont quand même parlants. Il y a des déclarations de l'Union africaine, il faut suivre de temps en temps Moussa Faki, et il y a des déclarations au niveau de certains États, de la CEAC, et il y a l'Union africaine, et il y a la CEDEAO, il y a beaucoup d'États qui... Le problème est que le président de la République n'a pas encore épuisé toutes les voies pour ramener la paix à l'Est. Merci. Mosè Laurent Désiré Kabila, je le cite en passant, il avait exploité aussi la piste STADEC, c'est-à-dire faire appel à certains États amis comme l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, pour nous prêter main forte, parce que ne l'oubliez pas, notre armée est en train de se réorganiser, nous sommes en train de monter en puissance. Justement, nous allons parler notre armée de la période de Mobutu. Nous allons parler de cette question. On a besoin de ce soutien. Vous avez la même question que M. Dieudonné Bonali. Comment expliquez-vous? On parle de ce fait, parce que nous sommes aujourd'hui samedi, c'était le mardi, à 17h que l'avion de la RDC a été visé par les tirs rwandais. Comment expliquer, 5 jours après, aucune déclaration au niveau de la communauté internationale? Comment expliquez-vous ce silence-là? Moi, je pense que c'est prévisible. Je le dis toujours sur ces plateaux et je ne vais pas changer ma position. Ma position reste la même. Je commence par revenir avec l'histoire de la MONUSCO. Pour voir les attitudes actuelles de la communauté internationale, il faut repenser. Ils sont ici, hein? Oui, il faut repenser à la MONUSCO. La MONUSCO est ici depuis longtemps. Alors, si la MONUSCO, qui est l'émanation du Conseil de sécurité des Nations Unies, composée de la France, la Russie, donc toutes les grandes puissances, et presque les grands pays sont à l'intérieur, qui pouvaient en tout le temps et à tout moment décider, parce que les gens sont en train de mourir. La mission première de l'ONU, c'est la paix, le maintien de la paix. Alors qu'ici, au niveau interne, les gens, en RDC, les gens meurent. Les gens ne meurent pas seulement, nous avons la MONUSCO qui est l'émanation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais comment expliquez-vous que jusqu'à présent, les gens continuent à mourir à l'est de la République, alors que cette MONUSCO est l'émanation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui y rassemble toutes les grandes puissances du monde? Je vous rappelle même qu'à Kichanga, hier, lors de la prise de cette cité, les populations environnantes se sont justement réfugiées au siège même de la MONUSCO. Oui, voilà par exemple. Je vous Donc donne ils tout sont ça au courant de tout ce qui se passe pour voir dans notre tout pays. pour voir tout ce qui se passe, pour voir la complicité
s'il faut le dire, parce qu'il faut être clair. La complicité de ce qui se passe à l'Est de la République, parce que vous savez qu'au-delà de tout, cette guerre est économique. On peut accuser les dispositions politiques, on peut accuser des chamaillements, tout ce qui se passe entre le Rwandais, le président Paul Kagame, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. D'ailleurs, le nouveau président l'a rencontré. Il a rencontré tout ce qui se passe à l'Est de la République. Pour vous dire que cette guerre est économique, alors, pour accuser la complicité de la communauté internationale, il faut voir le caractère mou de la MONUSCO. On ne peut pas voir une armée qui est, ou bien l'aide de la MONUSCO, qui est l'émanation du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ces pays continuent avec des problèmes d'insécurité. C'est incompréhensible parce que la RDC seule, même le Rwanda seul ne peut pas faire face à la MONUSCO qui a le soutien de toutes les grandes puissances du monde. On ne peut pas comprendre ça. Donc, s'il n'y a aucune déclaration jusqu'à aujourd'hui, on comprend automatiquement qu'il y a une partie du soutien que la communauté internationale accorde au Rwanda, mais qu'ils ne veulent pas montrer, qu'ils amadouent parfois avec des déclarations beaucoup de temps après. On le voit avec l'Ukraine, hein, c'est un soutien tous azimuts. C'est clair, voilà par exemple. Même les déclarations seules ne suffisent pas. Toutes les déclarations qu'ils font là ne suffisent pas. On voit l'Ukraine, on voit comment les réunions se font, comment de l'aide se font, s'octroient visiblement et concrètement. Alors je reviens vers vous. S'il vous plaît, il n'y a pas que des déclarations. Il faut venir, il faut montrer que vous êtes en train d'aider la République démocratique du Congo à retrouver la paix. Parce que s'il faut dire, le président de la République n'a pas encore épousé toutes les voies. Non. Si la plus grande voix qui est la MONUSCO n'est pas à mesure de ramener la paix. Et le président, qu'est-ce que le président de la République n'a pas fait? Il a rencontré toutes les couches. Il a fait une déclaration publique au Conseil du haut de la tribune des Nations Unies. Il n'a pas encore déclaré la guerre au Rwanda. Non, c'est ça, non, mais la guerre, je vous ai dit... Vraiment, la déclaration de cette guerre-là entre la RDC et le Rwanda, c'est vraiment inévitable, c'est vraiment la dernière option que la RDC doit prendre. Oui, ça peut être la dernière option, mais il ne faut pas oublier... À ce stade où nous sommes. C'est pourquoi je vous dis, ça peut être la dernière option, mais il ne faut pas toujours oublier notre position et notre situation actuelle. Nous avons avancé tous ici les problèmes économiques. Bien sûr, nous sommes un pays en voie de développement, mais l'économie du pays sera bénéfique aux Congolais. Si les Congolais meurent, qui vont bénéficier de l'économie du pays? Donc le gouvernement doit penser, décider, parce que s'il faut protéger les intérêts économiques et sacrifier la population, vous verrez que tout ce qu'on peut avoir, si on n'a pas, les gens disent ici vulgairement, bon, on a la salle de la kabasi. Moi, c'est moi. Il y a des gens qui regrettent qu'ils n'ont pas d'enfants, ils ne savent pas amener de lait le soir, ils ne savent pas amener quelque chose à manger. Donc, on va aller rapidement pour... Voilà pourquoi je vous dis, le gouvernement doit prendre des décisions qui feront en sorte que les Congolais soient protégés et l'économie du pays aussi soit protégée en quelque sorte, parce que l'économie et la population doivent marcher ensemble, parce que vous savez, la poche, c'est la poche qui nourrit la bouche. Mais même si la poche est vide, la bouche sera toujours affamée. Et s'il n'y a pas de bouche, la poche ne servira à rien. Ouais. Merci beaucoup, Edouard Funda. Nous allons... Monsieur Dieudonné Bonali, la RDC, nous avons comme l'impression, moi personnellement, j'ai comme l'impression que nous sommes beaucoup plus dans les théories de relations internationales. Mais quand même, il faut dire, vous avez parlé ici des voix. Toutes les voix ne sont pas encore épuisées, mais la RDC a écrit ouvertement au Conseil de sécurité qu'elle est agressée. Elle est agressée par le Rwanda. La RDC est dans des mécanismes, notamment les mécanismes régionaux, je veux dire, notamment ce processus de Nairobi qui a beaucoup d'activités, le processus politique avec les groupes armés, mais aussi cette facilitation avec Uhuru Kenyatta. La RDC est aussi inscrite dans le processus de Luanda. Mais tout ça ne donne rien. On avait même des résolutions lors de mini-sommet de Luanda où les chefs d'État se sont réunis, où on a calé une date, c'était le 15 janvier. Le M23 devrait normalement se retrouver au Mont Sabinho. Mais tout ça, rien n'est fait sur terrain. Mais est-ce qu'on va rester toujours dans ces théories ou bien on va agir dans le sens du réalisme? Il faut réagir parce que les peuples de la région des Grands Lacs ont besoin de la paix. D'ailleurs, si vous interrogez les Congolais et les Rwandais, vous allez trouver que dans leur discours, il y a un message de paix. Vous sentez les vivre ensemble. Le problème se situe au niveau des politiques, surtout du côté de Kigali. Et cette guerre qui nous est imposée, le président de la République l'a dit lors du forum international sur l'agriculture de Dakar, que cette guerre dure depuis 30 ans. Et cette guerre ne profite
ni à la population rwandaise, ni à la population congolaise. Ça profite plus aux politiques, aux gens qui en tirent les ficelles. Je reviens sur une question que vous avez posée à Oleko. Pourquoi le silence de la communauté internationale? Vous savez, notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est à la fois président de la SADC, Communauté de développement des pays de l'Afrique australe, et le président de la CAC, Communauté économique de développement des États de l'Afrique centrale. Vous savez, il est président. Et si il fait une déclaration comme vous l'avez souhaité, la SADC et la CAC font partie de la communauté internationale. Si lui-même, le président Tshisekedi, fait publier un communiqué, on va dire, mais il est jugé parti. On ne sait pas s'il parle au nom de la République démocratique du Congo ou au nom de ces deux organisations dont il dirige. Moi, je pense que c'est au président de la commission, au président de la commission de l'Union africaine, justement, de la commission de la SADC, de la commission aussi de la CAC, de faire des communiqués. Et surtout qu'ils ont des secrétariats exécutifs. Je pense qu'il faut déplorer le silence de la CEPGL, le silence de East African Community et à ceux qui ont envoyé ces troupes à l'est de la RDC. Et le silence aussi du COMESA. Nous avons d'autres organisations sous-régionales et évoquer aussi le silence de l'Union européenne. Parce que jusque-là, il n'y a que leurs ambassades, les représentations diplomatiques et qui ont essayé un peu de faire des bruits en condamnant, dont la MONUSCO. Maintenant, je reviens sur ce que vous avez dit. Vous savez, le Rwanda n'a jamais respecté aucun accord depuis que cette guerre d'agression a commencé depuis 30 ans. Si on compte aujourd'hui le nombre d'accords signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en termes bilatéraux, en termes multilatéraux, et par l'intermédiaire de plusieurs médiations, on en arriverait même à une centaine. Mais aucun accord n'a été respecté jusque-là. La dernière, c'est l'accord de Nairobi et celui de Luanda. On a demandé au M23 de vider les lieux, de quitter tous les territoires, les villages et les localités qu'ils ont occupés. On a donné même un ultimatum. Il y a eu un ultimatum de Luanda. Ça n'a jamais été respecté. Les troupes du M23 se déplacent d'un endroit X à un endroit Y au sein même des territoires qu'ils ont occupés. Vous allez parler que non, ils se sont retirés. Et les forces de l'EAC sont là, ils constatent ça, ils ne dénoncent pas. Et pendant que le mouvement rebelle est tenté de faire des progressions, l'Est African Community ne condamne même pas. Je me demande si ces troupes ont emboîté les pas à la MONUSCO, qui est aussi dans une mission d'observation. Et ils sont venus constituer en quelque sorte un barrage pour empêcher des progressions de part et d'autre. Donc, les FARDC, restez à vos positions initiales. Le M23, restez aussi à vos positions initiales. Mais nous constatons, et les observateurs les confirment aussi, du côté de FARDC, on n'avance pas. Mais du côté du M23, on est en train d'avancer. Pendant que les troupes de l'EAC, justement, j'avais une question. On ne comprend pas ces jeux-là. J'avais une question, là, je reviens à vous, justement, voilà. J'avais une question. Est-ce on ne comprend pas ces jeux-là. On prend un peu un autre revers de médaille. Est-ce que cette question-là n'est pas au-delà même du Rwanda et du M23? Parce que aujourd'hui, vous avez dit, on a commencé par Bunagana, qui est au nord, est justement du nord Kivu. Aujourd'hui, on parle de Kichanga, qui est à l'ouest, bien évidemment, de Goma, à l'ouest de Goma. Mais quand on parle de Kichanga, c'est une localité qui se trouve dans le Massissi. Une localité carrefour. Le Massissi, c'est la capitale mondiale du coltan. Ouais. Est-ce que ces conflits ici, ce n'est pas au-delà du Rwanda et du M23? Parce que, vous avez dit ici, le Rwanda, c'est un pays qui est avec une économie très faible. Mais comment est-ce qu'on arrive à financer un groupe armé, à faire ces longs kilomètres? C'est une bonne question. D'ailleurs, j'ai convié tous nos téléspectateurs et les lecteurs du journal Géopolis Hebdo à lire notre parution de ce matin. D'ailleurs, vous avez un exemplaire là-bas. Et il y a un intéressant éditorial écrit par William Albert Kalengai. Il en parle. C'est-à-dire, nous voyons le Rwanda. Quand nous prenons nos miroirs,
nous prenons le microscope comme des médecins, on essaie un peu de diagnostiquer les problèmes. Nous tous, nous voyons le Rwanda. Mais en réalité, ce n'est pas le Rwanda. Il y a des multinationales derrière ces conflits qui tirent les profits, qui tirent les ficelles. Pourquoi? Si vous voyez la progression du mouvement de M23, si vous voyez la progression du mouvement M23, ils vont juste vers les localités et les territoires riches en minerais stratégiques, en métaux de base. Vous avez cité Kichanga. Kichanga, c'est le cœur, le carrefour de Massissi. Donc, ils veulent aller vers la localité de Walikale, la mine de Bizier, riche en cassitérite. Ils veulent contrôler tous les Massissi parce qu'ils auront l'or et la cassitérite. Et comme ça, ils vont approvisionner tous les comptoirs situés de l'autre côté de la frontière. Vous savez, l'objectif de l'état de siège, c'était de couper les vivres à tous ces groupes armés et aux multinationales qui veulent exploiter les minéraux de la République démocratique du Congo en entrant par la fenêtre. Voilà pourquoi le président de la République l'a compris. Il est allé aux Émirats arabes unis discuter directement avec les fonds émiratis, avec les qui financent le projet. Voilà, qui financent certains projets dans les pays voisins. Pour leur dire, voilà, nous avons un code des investissements attractif, nous avons un code minier attractif, venez au Congo. Nous allons exploiter, monter des sociétés de joint venture, nous allons exploiter directement au Congo, ces minéraux. On est de passer par la fenêtre, les pays voisins, et créer des conflits qui tuent des populations innocentes à l'est de la République démocratique. Merci beaucoup. Des conflits qui tuent des populations à l'est de la République. Edouard Funda, est-ce que pensez-vous aussi que cette question est au-delà même du Rwanda et du M23? Parce que, il faut le rappeler, aujourd'hui, la province du Nord Kivu a 6 territoires, mais c'est 3 territoires où les populations sentent où, écoute, il y a des bottes des M23 qui retentissent. Donc, nous allons vers la scission même de cette province. Pensez-vous réellement qu'au-delà du M23 et du Rwanda, il y a des forces qui sont derrière? Je vous ai démontré et je vous démontre chaque fois ici la complicité de la communauté internationale à travers les actes. Je vous ai dit ici, je vous ai parlé de la MONUSCO, je vous ai parlé du silence, je vous ai dit cette guerre est économique. Si le Rwanda reste avec son économie faible jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il a commencé, la guerre a déjà fait 30 ans, il aurait dû avoir une économie encore plus forte et parfois la puissance de l'Afrique. Pour vous dire que le Rwanda, plutôt, est utilisé par les grandes puissances qui ne veulent pas se montrer, mais qui soutiennent tout ce qui se passe en République démocratique du Congo à travers le Rwanda. Il y a un proverbe de chez nous qui dit donc tous ceux qui soutiennent le Rwanda ne peut pas se gonfler parce que s'il faut regarder même la superficie du Rwanda, on aura une seule province de la République démocratique du Congo. Et si on laisse seulement Goma, il n'y a que Kinshasa qui est moins que le Rwanda. Voilà, si on laisse 2 provinces du côté de l'Est de la République envahir le Rwanda, malgré l'armée que peut avoir le Rwanda, et notre armée de 2 provinces va seulement envahir le Rwanda. Donc pour vous dire que malgré tout ce qu'on peut dire ici, malgré tout, on peut accuser Rwanda, certes, parce que c'est le Rwanda qui est visible et tout a été prouvé. Vous avez vu la publication du livre blanc qui montre noir sur blanc que c'est le Rwanda qui est en train de financer le livre blanc du gouvernement. Le mouvement du M23. Ça c'est vrai, mais il y a aussi une grande partie de la force extérieure qui soutient le mouvement du M23 à travers le Rwanda. Et qui tire profit économique. Qui tire profit économique. C'est automatique. Ils ne peuvent pas nous laisser. J'ai donné des exemples ici plusieurs fois en rapport avec ça. On ne peut pas vous laisser avec à manger alors que les gens dorment en famille. Donc au lieu de venir qu'on négocie pour de bonnes manières, qu'on vous donne par la porte, la mauvaise manière qu'ils utilisent, c'est tuer les populations congolaises, entrer par des fenêtres. Malgré tout tous les cris ici, malgré toutes les dénonciations, ils font ils font des négociations masquées, voire le président public après le Conseil de sécurité. Il y a Emmanuel Macron, le président français, qui appelle les 2 présidents en conflit. Donc voilà, et au finish, rien ne change. Malgré toutes les démarches entreprises au niveau interne, que ce soit des démarches diplomatiques, que ce soit politique,
rien ne marche. Pour vous dire que cette communauté internationale, malgré la présence de la MONUSCO, parce que je rappelle à chaque fois cette histoire-là, parce que la MONUSCO est l'émanation du Conseil de sécurité où toutes les grandes puissances se retrouvent. S'il n'y a aucune solution au niveau de la République, il faut automatiquement voir qu'il y a l'implication de la communauté internationale dans tout ce qui se passe. Dans tout ce qui se passe ici. Il y a une manière de contourner tout ce qui se passe, c'est aussi ce que fait le président de la République actuellement. Trouver ceux qui ont des moyens, par exemple les Arabes, il faut aller au Qatar, trouver ceux qui ont des moyens, qu'ils viennent exploiter, parce que dès qu'ils auront des contrats d'exploitation, ils vont eux-mêmes aussi sécuriser leur milieu. Surtout que les Émirats Arabes merci nous beaucoup, ont promis une aide en matériel militaire pour notre armée. Géopresse, nous passons à notre deuxième thème de ce samedi. Voilà. C'était quand même important de s'attarder un tout petit peu sur cette question de l'Est du pays, parce que c'est l'avenir même de ce pays, c'est qui en dépend. Nous allons passer au deuxième thème, qui touche aussi l'ensemble du territoire national congolais, l'ensemble de la population congolaise, la CENI, le processus électoral dans son ensemble. 7 millions d'électeurs enrôlés en 30 jours, en lieu et place de 18 personnes qui doivent être enrôlées par rapport aux prévisions. 18 millions qui doivent être enrôlés par rapport aux prévisions de la CENI dans la première ère opérationnelle, mais la CENI ajoute 25 jours pour enrôler les 10 millions qui restent. Et comment d'abord, j'ai voulu poser la question, comment d'abord vous trouvez, vous analysez, quelle est votre lecture de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs ici dans la première ère opérationnelle dont fait aussi partie Kinshasa? Bon, je félicite d'abord la Commission électorale nationale indépendante pour avoir tenu sa promesse, parce qu'aux dates indiquées dans les calendriers électoraux, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ont commencé. Je les félicite aussi pour avoir, pour une première fois, depuis que nous avons commencé les différents cycles électoraux depuis 2006, la CENI a enrôlé les Congolais de la diaspora, ceux de la Belgique, de la France, de l'Afrique du Sud, du Canada et des États-Unis. C'est encore en cours. Voilà, c'est encore en cours. L'opération a commencé le 24. Mais, à côté des félicitations, il y a des inquiétudes. Pourquoi? Ces opérations se déroulent pendant la période des pluies. Nous sommes dans une saison pluvieuse. À cette difficulté, la CENI, je pense, devait accentuer la sensibilisation et la vulgarisation des différentes lois, et de la loi électorale, de l'importance de voter, parce que nous avons une population qui est victime de la SNEL. Vous savez que déjà dans les grandes villes, il n'y a pas d'électricité. C'est difficile de faire passer les messages pour pousser la population à s'enrôler. Et là où je déplore aussi, il y a des potentiels candidats, des gens qui savent que nous serons candidats demain. Mais dans leur quartier, même dans leur parcelle là où ils vivent, ils ne mobilisent pas la population à l'enrôlement. Nous avons aussi nos partis politiques et regroupements politiques. Contrairement à moi, je pense qu'ils ont échoué. Contrairement à ce qui se passe sur le terrain, il y a des députés qui là, ce sont des indépendants. Ce sont des cas rares, des cas isolés. Mais la majorité des candidats, ils sont distraits. Ils ne font rien. Et demain, il va dire que non, mais qu'as-tu fait pour sensibiliser la population à aller s'enrôler? Même ta base là que tu chantes matin, midi et soir, qu'est-ce que tu fais pour pousser ta base, du premier jusqu'au dernier membre de ta base, à aller avoir sa carte d'électeur? Mais vous faites rien. Mais vous attendez le jour des élections pour avoir des voix fictives ou artificielles et dire que j'ai gagné. Les fils indiens dans les centres, ou devant les centres d'inscription. Les fils indiens, il n'y en a pas partout. Ce sont des problèmes de gestion est lié à chaque centre d'inscription. Okay. Il y a des centres où vous ne trouvez pas des files indiennes. Moi, là où je me suis enrôlé, je ne sais pas si je peux citer cette école. Je ne la citerai pas pour des raisons de publicité. Je me suis enrôlé à Mongafula, non loin de la résidence d'Ifé Liolo, les sculpteurs, paix à son âme. Moi, j'ai obtenu ma carte d'électeur après 1h30 de patience.
j'ai obtenu ma carte d'électeur. Mais il y a des centres d'électeurs où il y a des problèmes, où vous trouvez des opérateurs de saisie qui saisissent avec une main. Là, moi, j'ai vécu ça, j'ai des témoignages. Il y a d'autres qui maîtrisent à peine l'informatique, mais il y a des centres d'inscription où vous trouvez un personnel compétent qui vous imprime une carte d'électeur en 2-3 minutes. Il y en a. Il ne faut pas prendre des cas isolés et les transposer sur l'ensemble de toutes les déserts opérationnels qui connaissent actuellement ces opérations. Merci beaucoup, M. Dieudonné. Voilà, je pense que la CENI est en train d'enregistrer ces différentes plaintes venant des parties plaignantes et essayer d'améliorer là où les opérations d'enrôlement n'ont pas encore commencé. Edouard Funda, je suis vers vous. Quelle lecture faites-vous de l'ensemble de l'opération d'enrôlement, déjà dans la première ère opérationnelle? 7 millions sur 18 millions attendus. L'échec de la CENI, moi je pense que c'est la CENI elle-même. Ok. On ne vient pas dans une institution où une institution qui a déjà fonctionné avec d'autres personnes, utiliser d'autres manières. S'il faut prendre les 2 345 000 km² de la République... Vous ne pouvez pas quand même empêcher la CENI à innover. Non, mais l'innovation apporte le bénéfice en quelque sorte. On ne va pas avoir une innovation qui vous fait échouer. Parce que s'il faut attendre 18 millions, on a 7. Au lieu de 10, si on avait 10 au moins, on pouvait comprendre. Mais vous êtes à 7 au lieu de 18 millions. Moins de 37%. Voilà. Vous savez comment la CENI a échoué. Nous avons un problème logistique. D'abord, dans toutes les élections qui ont eu lieu. La MONUSCO nous a aidés dans beaucoup de choses. Là, vous le savez, vous et moi, tous ensemble sur ce plateau, nous savons tout ça. Et nous, on a eu la chance aussi d'être agent électoral pendant 2 processus électoraux. Okay. On a compris comment les autres ont géré les problèmes, malgré que ça a toujours été difficile. Mais à cette difficulté, la CENI s'est ajoutée encore ses propres difficultés. Il y a eu le calendrier électoral qui a été arrangé de manière à satisfaire, à mon avis, à satisfaire d'autres personnes. Parce que s'il faut être juste et réaliste, vous verrez qu'on ne peut pas enrôler tous les Congolais à un mois. Peu importe la magie que la CENI va opérer, même s'il ajoutait 25 jours, il n'aura pas atteint 14 millions sur les 18 millions attendus. Il ne va pas atteindre. Je vois ici, parce que moi je me suis enrôlé cette année ici, je me suis enrôlé en province. Ok. Je me suis enrôlé en province. J'ai été en province. Il sera candidat peut-être. Non, j'ai été en province, j'en ai profité parce que Kinshasa, parfois les rangs sociaux n'est pas respecté par rapport en province. En province, lorsqu'un directeur de l'école primaire arrive dans un centre de vote, c'est tout le monde qui laisse le passage à un directeur. Parce que vous connaissez pas directeur, laissez-les s'enrôler. Parce qu'il y a la classe sociale. C'est illégal, la CENI accepte seulement les personnes du 3e âge. Oui, non, ça c'est réduit. Nous avons aussi nos valeurs. Nous avons, de toutes les façons, il y a des critères de la CENI, mais nous avons aussi nos valeurs. Mais ici à Kinshasa, il y a même des gens qui vous disent tester des ventres des mamans qui sont grosses. Si réellement ils n'ont pas mis des habits, c'est pas aussi poli. Ça, moi j'en ai profité, j'étais dans une course en province, j'ai obtenu ma carte. Le problème c'est quoi? À Kinshasa, tout est possible. La machine, voilà, c'est ce que je vous dis. Oui, la machine elle-même, pour avoir une carte, au moins il faut faire 4 ou 5 minutes. La machine actuelle. La machine actuelle. Il faut faire 4 ou 5 minutes. 4, 5. Il y en a même qui font 7, 8, 9. Ok. Il y en a qui les font. Vous voyez, même le président de la République a fait beaucoup de temps lui-même. Même le Premier ministre, on a vu. Voilà, il a fait beaucoup de temps. Donc la machine, d'abord, le fonctionnement de la machine pose problème. Des deux, il n'y a pas de groupe électrogènes. Dans les centres d'inscription? Il n'y en a pas. Cette année, il n'y en a pas. Il y a des panneaux. Il y en a chez moi, j'ai vu des panneaux. Ouais. Il y a des panneaux. Et lorsqu'il n'y a pas aussi suffisamment d'énergie solaire, et les panneaux ne peuvent pas tenir, on arrête directement l'enrôlement. Vous attendez le jour, ça fera au moins... il y aura au moins l'énergie, une partie de l'énergie propice, en quelque sorte. Oui. Tout ça sont des blocages. Tout ça. Donc, même la formation, les directeurs disent la CENI a pris quand même des précautions par rapport à la dernière crise des carburants que nous avons connue. C'est pour cela qu'ils ont pensé aux panneaux solaires. C'est quand même une innovation à saluer. Le problème est que c'est aux agents commis à cette tâche
de choisir les bons moments de la journée où il y a du soleil. Non, les bons moments, moi je vois que les bons moments sont choisis par Dieu aussi. Les bons moments aussi sont choisis par Dieu parce que s'il pleut toute la journée, il n'y aura pas assez d'énergie. Ça, il faut comprendre. Il n'y a pas assez d'énergie. En plus, les batteries ne sont pas aussi efficaces que des batteries. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui. Dites-nous quelle lecture, de manière un peu synthétique. Voilà, même le déploiement. Moi, j'étais en province. Moi, je suis journaliste. Moi, j'étais en province. Je me suis renseigné. Je suis allé dans un bureau de vote. Je me suis renseigné. J'ai appelé les superviseurs qui ont été nos amis avant qu'on embrasse ce métier. On a posé des questions. Même le problème de déploiement. Avant, c'est la CENI dans les provinces qui déployait avec de peu de moyens de logistique, qui déployait les gens jusqu'en province. Mais aujourd'hui, on vous donne 20 000 francs pour une très grande distance. Allez en province, vous verrez les problèmes. Il y a même la première ère opérationnelle. Les gens qui ont été déployés, mais qui sont arrivés beaucoup de temps après. Donc, la CENI va revenir, va dire à tout le monde. Il faudrait que le courage là soit pris au niveau de la CENI, de dire aux gens que nous devons ajouter des jours pour l'enrôlement des Congolais. Je vous retire la parole. La télévision, c'est les temps. Nous tendons vers la fin de cette émission Géopresse de ce samedi. Une dernière question à vous deux. Est-ce qu'on peut craindre un glissement parce que on a prolongé les 25 jours, première ère opérationnelle, on estime peut-être qu'il y aura encore ce problème à la deuxième ère opérationnelle qui comprend 9 provinces et troisième aussi, ce qui ne va pas donner 3 mois d'enrôlement comme a prévu non, sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on va craindre le glissement du calendrier électoral publié par la CENI? Je vous dis par expérience, il n'y aura pas de glissement. Wow. Tout à l'heure, Edouard Funda s'est vanté du fait qu'il fut un ancien agent de la CENI. Moi également, en 2005, j'ai travaillé lors du premier processus électoral. C'était financé par les PNUD et l'Union européenne et d'autres bailleurs des fonds dont l'ICA. Je vais vous dire ceci. Ce n'est pas une nouveauté d'ajouter des jours aux opérations d'enrôlement et d'inscription d'électeurs. D'ailleurs, Edouard Funda l'a reconnu tout à l'heure. Il a même dit que la CENI a été prétentieuse de dire que nous allons enrôler tous les Congolais en âge de voter à 30 jours. Par expérience, nous avons vu que les anciennes CENI ont enrôlé les Congolais en âge de voter entre 45 jours et 3 mois. 90 jours. 90 voilà, jours. 3 mois c'est 90 jours. Oui, j'ai dit la vérité. 14. Moi, j'ai travaillé à la CENI, je vous dis. Ça, la CENI a pris 45 à 90 jours selon les différents aires opérationnelles et en fonction des problèmes qui se présentaient dans chaque aire. Et la CENI prenait les premières aires opérationnelles comme des aires pilotes. Comme il y a des problèmes qui se posaient, on les enregistre et on donnait des solutions à problèmes pour éviter que dans les fuites opérationnelles, qu'on puisse avoir les mêmes problèmes, c'est-à-dire les machines qui se déchargent vite, et on recrute des opérateurs de saisie qui travaillent avec une seule main. Je pense que la CENI corrigera tous ces problèmes. Donc, il y aura pas et pensez que si on ajoute un mois, il y aura glissement. Non, il y a eu un ajout avec Corneille Nangaa lors des opérations d'enrôlement des électeurs, avec le même Corneille Nangaa que je salue, qui avait fait un travail impeccable, même si certains le contestent, mais ils le constatent aujourd'hui que Corneille Nangaa avait bien travaillé. Le même Corneille Nangaa avait ajouté des jours lorsqu'on avait brûlé l'entrepôt central de la centrale électorale de la CENI qui se retrouvait sur l'avenue au commandement à Gombe ici. Hein? Là, à côté de la concession, là, on va construire la future ambassade des États-Unis d'Amérique. Corneille Nangaa avait ajouté des jours. Il avait même ajouté encore 2 semaines en disant que nous avons des problèmes internes au niveau de la CENI. Nous vous demandons encore 15 jours. Il avait même dit en Lingala. Parce que pendant 15 jours de patience, il avait tenu les élections dans les délais. On a compris qu'il n'y aura pas de glissement. Ce sont les gens qui ont peur des élections. On aura même un léger... Et qui veulent la transition. Peut-être qu'on aura même un léger glissement comme l'a fait Corneille Nangaa au cycle électoral passé. Edouard Funda, pensez-vous aussi qu'il y aura, nous pouvons, parce que c'est déjà, on en parle là, dans les milieux de la société civile, mais aussi certains politiques qui craignent qu'il y ait un glissement. Pensez-vous aussi
qu'on doit vraiment craindre ce glissement. Mais, fiston Leko, j'insiste, je reviens pour dire que les processus électoraux des années 2011, 2005, comme l'a dit mon aîné Dieudonné Bonali, il faut 3 mois plus 15 jours de contentieux. Vous voyez, 90 jours plus 15 jours de contentieux pour enrôler tous les Congolais. Alors, s'il faut qu'on enrôle tout le monde, parce que s'enrôler, le vote, c'est un droit constitutionnel. Les gens doivent voir les cartes d'électeurs. On ne va pas enrôler certains, parce que faute d'État, il faut aller aux élections, qu'on laisse les autres. Et n'oubliez pas que la même carte d'électeur nous sert de carte d'identité, au moment où nous n'avons pas encore de pièces d'identité. Donc, tous les majeurs doivent se munir de cette carte-là, parce qu'il y a des opérations qui demandent... Ça, une durée de 6 mois. Le gouvernement Samalouko a promis que dans 6 mois, après, oui, mais avant ces 6 mois-là, nous aurons la carte d'électeur. Avant ces 6 mois-là, il y a des gens qui vont chercher du boulot, il y a des gens qui vont recevoir l'argent avec les cartes d'électeurs. Avec des cartes d'électeurs, dans des banques ici, avec des pièces d'identité, qu'on a jusqu'à ce moment, la carte d'électeur. Parce qu'on nous a promis le permis de conduire jusqu'à présent, on n'en a pas encore. Ça fait des années. Le glissement là, pour l'intérêt de tout le monde, pour enrôler tous les Congolais, s'il faut un glissement, on va l'obtenir parce qu'on ne va pas exclure les autres. Voilà. On ne va pas exclure les autres. Alors, il suffit seulement... Merci beaucoup. Il suffit seulement d'avoir retiré la parole. Merci beaucoup. 30 secondes. J'écris seulement une chose. J'écris seulement une chose. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. C'est moi qui ai la police de débat. Cette émission touche à sa fin. Nous avons parlé de 2 questions qui, à un moment donné, s'entremêlent. Parce que vous savez que s'il n'y a pas la sécurité dans le pays, il n'y aura pas aussi les élections. Mais s'il n'y a pas aussi des élections, il y aura aussi des cas d'insécurité, notamment des manifestations en public. Merci d'avoir suivi cette émission et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro le samedi prochain. Au revoir.